Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous. Parcourons ensemble les titres de ce journal. L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Anne Lugon-Moulin a fait ses adieux ce jeudi au président Alassane Ouattara. Une audience au cours de laquelle les deux personnalités ont évoqué des projets de développement financés par la Suisse au profit des populations du nord du pays. La collaboration scientifique entre les universités ivoiriennes et suisses, la Côte d'Ivoire comme un hub économique régional sont entre autres des sujets abordés. Et puis toujours au chapitre des activités du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale, une situation qui continue d'être stable sur l'ensemble du territoire national. Et puis après le Canada, la présidente du Sénat est en France. Dans la capitale française, Candia Camara a été reçue en audience au palais du Luxembourg par Gérard Larcher, son homologue français. Une visite qui s'est tenue dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat de France. Les discussions ont porté sur l'excellence des relations entre les deux institutions. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. On démarre ce journal avec les activités du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a accordé une audience ce jeudi à l'ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire. En fin de mission, Anne Lugon-Moulin est venue témoigner sa gratitude au chef de l'État. Plusieurs sujets de coopération entre les deux pays ont été abordés. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Anne Lugon-Moulin, ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Ce jeudi au palais présidentiel au Plateau, elle est venue présenter au chef de l'État Alassane Ouattara les dossiers majeurs de cette coopération sur les plans économiques, culturels et scientifiques. Après 5 ans passés dans ce très beau pays et très dynamique, donc c'était l'occasion de faire le bilan de la coopération ivoiro-suisse qui est au très beau fixe. Nous sommes le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, la Suisse. Il y a 45 entreprises suisses présentes dans le pays et des très grosses. On a une très bonne collaboration scientifique avec différentes universités. Dans le domaine culturel, on a lancé des négociations pour un accord de restitution des biens culturels. On a plus de 20 projets de développement, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour aider le gouvernement et le pays dans cette zone-là. La diplomate dit son admiration pour les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années, non sans témoigner sa gratitude pour la qualité de la coopération. C'était évidemment pour moi l'occasion de dire toute ma gratitude et toute mon amitié aux autorités ivoiriennes et en particulier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et aussi féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès qu'elle a fait depuis les 5 dernières années. Je suis là depuis 5 ans, donc j'ai vu tout ce cheminement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub régional économique d'importance, y compris pour les entreprises suisses qui desservent toute la sous-région. Et évidemment, un facteur de stabilité très important pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Donc, ce fut un entretien extrêmement cordial et très riche en informations. Notons que dans le cadre de la coopération culturelle, la Suisse appuie la Côte d'Ivoire pour la construction du musée archéologique de Saint-Grobo à Ouati, le tout premier en Afrique francophone. On reste au palais présidentiel. Le Conseil national de sécurité se félicite des excellents résultats obtenus ces derniers mois. Une réunion s'est tenue ce jeudi à la présidence de la République avec le chef de l'État. La situation sécuritaire a été passée au peigne fin. On retrouve encore une fois Alexis Ouedraogo. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 11 juillet 2024, au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire national. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays. À ce titre, le Conseil national de sécurité
se félicite des excellents résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ces résultats remarquables sont le fruit des actions menées par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal créé en 2021 et la brigade spéciale de surveillance et d'intervention dont une base avancée a été installée en janvier 2024 à Noé par le ministre des Eaux et Forêts en vue de lutter contre la pollution des fleuves transfrontaliers Tanoé et Bia entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ainsi, les résultats majeurs enregistrés par ces deux entités depuis leur création jusqu'au mois de juin 2024 concernent l'interpellation de plus de 1600 individus, le déguerpissement de plus de 900 sites d'orpaillage illégal, la destruction de nombreux équipements, dont près de 4200 dragues, 4000 concasseurs, 1800 motopompes et plus de 69 000 abris de fortune. La saisie d'environ 900 millions de francs CFA et 20 kg d'or, ainsi que de divers autres matériels, dont 1400 motopompes et 315 pelleteuses, et la régularisation administrative de 246 orpailleurs semi-industriels et artisanaux, qui a valu une augmentation de la production nationale d'or de près de 19 milliards de francs CFA de 2021 à 2023. Au regard de ce bilan significatif, le président de la République adresse ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, ainsi qu'au Grand Commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment les éléments du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, pour tous les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre ce fléau de l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité déplore cependant les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés ce groupement et cette brigade dans l'exercice de leur mission, notamment l'hostilité de certaines populations locales favorables à l'orpaillage illégal. À cet égard, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des ministres concernés et les ministres-gouverneurs à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures idoines pour la sensibilisation accrue des populations locales en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et les autorités locales. Le renforcement des capacités humaines et opérationnelles du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, le renforcement de la sécurisation et de la coopération transfrontalière dans les zones frontalières impactées et la mise en œuvre diligente du dispositif ivoiro-ghanéen de surveillance des fleuves Tanoé et Bia. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité note avec préoccupation la hausse de 4% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1764 en mai 2024 à 1833 en juin 2024. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels de 25% sur la même période. Face à cette situation, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées,
et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de poursuivre la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le chef de l'État exhorte, en outre, les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité par le respect scrupuleux du Code de la route. À l'issue de la rencontre, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, au Grand Commandement, de même qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Enfin, le chef de l'État les a encouragés à demeurer dans cette dynamique et à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 11 juillet 2024. La cérémonie officielle de la Journée africaine de lutte contre la corruption s'est tenue ce jeudi à l'auditorium de la primature. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué les efforts engagés par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte. Le chef du gouvernement a rassuré sur la détermination de notre pays à mener le combat contre la corruption et les infractions assimilées. Plusieurs présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie. On regarde le compte-rendu d'Herman Guibé. Ouverture officielle de la 8e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Le lanceur d'alerte au cœur de cette célébration, celui qui se donne pour mission de dénoncer des manquements observés dans la gestion des affaires courantes, se révèle un partenaire efficace dans la lutte contre la corruption. L'Afrique n'aime pas les fouineurs qui se mêlent d'évaluer les politiques publiques et les dérives du secteur privé. En particulier, les journalistes d'investigation payent souvent la rançon de l'audace. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Dieu merci, la Côte d'Ivoire leur réserve désormais chaque année une place de choix parmi les récipiendaires du prix de l'excellence. Toutes nos félicitations à la plus haute autorité de ce pays, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, à vous-même, à tous les membres du gouvernement, à toute l'équipe de la haute autorité de la bonne gouvernance pour ce travail qui se fait avec beaucoup de rigueur et qui fait gagner beaucoup de points à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. La haute autorité de la bonne gouvernance, à travers la stratégie nationale de lutte contre la corruption, se donne pour objectif d'accentuer cette lutte au moyen de plusieurs mécanismes. La Côte d'Ivoire, à travers la haute autorité, met en place, en liaison avec l'Union africaine, l'Académie internationale anticorruption, une Académie nationale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui aura également une vocation régionale. La plupart des observateurs attendent de l'État de la Côte d'Ivoire qu'il assume un leadership régional en matière de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Je voudrais inviter les actuels et potentiels lanceurs d'alerte à nous rejoindre dans la lutte contre la corruption. La promotion de la bonne utilisation des deniers publics, le soutien des partenaires extérieurs dans ce combat, la mise en œuvre d'initiatives pour la réduction du phénomène, des actions qui témoignent de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire contre ce phénomène qui est une menace pour l'équilibre économique et social. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre les crimes économiques en général et de la corruption en particulier une priorité et un axe très fort de son projet de société. Cette volonté politique s'est traduite par des réformes institutionnelles et juridiques importantes. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de notre pays et de la ferme volonté du président de la République
de respecter les engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire et ce, en vue d'améliorer constamment le dispositif légal en faveur de la protection des droits humains et garantir le bien-être de chaque citoyen. Je vous souhaite plein succès dans la conduite de vos missions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour une Côte d'Ivoire débarrassée de l'un des fléaux qui minent notre siècle. Je déclare ouverte la cérémonie de célébration officielle de la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption se décline autour de 54 actions majeures, réparties autour de 5 axes stratégiques. Son objectif, faire baisser le niveau de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire à l'horizon 2028. Je vous le disais à l'aube de cette édition d'information, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France était au cœur d'une rencontre à Paris. C'est au Palais du Luxembourg que la présidente du Sénat a été reçue par son homologue français, Kandia Camara, et Gérard Larcher ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer l'accord de coopération signé par leurs deux chambres en 2018. On retrouve notre envoyé spécial à Paris, Kader Sogodogo. Paris, Palais du Luxembourg, siège de la Chambre haute du Parlement français. Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat ivoirien, est accueillie par son homologue français Gérard Larcher. Elle répond à une invitation du président du Sénat français qui maintient le cap sur la bonne santé des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les deux délégations vont s'entretenir avant le tête-à-tête entre Kandia et Larcher. Sur la table, la coopération bilatérale, point de la coopération parlementaire et l'état de santé du groupe d'amitié et de travail. Au total, les deux pays restent engagés sur le chemin de la paix, de la cohésion et de la solidarité. Le président Gérard Larcher s'est réjoui des énormes progrès économiques et sociaux enregistrés par la Côte d'Ivoire en l'espace de 13 ans et a félicité le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé et sa grande vision pour son pays et pour l'Afrique. Au terme de nos échanges, j'ai adressé une invitation à mon homologue français à prendre part à Yamoussoukro au prochain colloque international des Sénats d'Afrique. La relation qui a été créée avec le Sénat de Côte d'Ivoire, dans la continuité de l'action de ces deux présidents, s'inscrit dans une volonté de coopération parlementaire. Nous croyons profondément au rôle de deux chambres dans une république, c'est-à-dire une chambre notamment qui représente les territoires. Parce que les territoires, c'est le lieu du développement, de la proximité avec les citoyens. Et je dirais, nos compatriotes en France, comme ceux de Côte d'Ivoire, ils ont besoin de cette proximité. Cette visite de Kandia Kamisoko Camara au Palais du Luxembourg à Paris intervient au lendemain de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Montréal au Canada. Le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat de France ont signé depuis le 7 novembre 2018 un protocole de coopération parlementaire. Son Excellence Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, était aux côtés de la délégation ivoirienne. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication des médias de la République démocratique du Congo séjourne en ce moment dans notre pays. Patrick Mouyaya Katemboué est venu s'inspirer du cadre institutionnel et juridique de l'espace audiovisuel ivoirien. Mais avant, il a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien, le compte-rendu de Malika Koulibaly et Léon Brou. Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et des médias de la République démocratique du Congo, dans les locaux de la RTI. Les studios du journal télévisé et des autres émissions phares de la Maison Bleue sont passés au peigne fin par l'hôte du jour. Une visite pour s'imprégner des réalités du média ivoirien de service public en termes de production de contenu audiovisuel, de diffusion et de marketing. Reçu par la direction générale de la RTI, il se dit édifié par le modèle ivoirien en termes de programme. J'ai eu le privilège de rencontrer mon homologue ivoirien, le ministre Koulibaly, et c'est lui qui me fait l'honneur parce que je voulais comprendre comment fonctionne l'écosystème ivoirien, des médias de manière générale. Et dans le Caneva, on a prévu de passer par ici parce que c'est la maison mère, si on peut s'exprimer ainsi, pour voir un peu comment
RTI fonctionne, la nature des programmes, la production des contenus, etc. Parce qu'il y a, à mon avis, des choses à construire entre la Côte d'Ivoire et la RDC, mais globalement entre les pays africains dans le cadre de l'appropriation du narratif qui est les nôtres. Donc il était bien pour moi de venir voir et j'avoue que ce que j'ai vu ici est à plusieurs égards inspirant. Le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire dans le secteur des médias reste à promouvoir selon la direction générale de la RTI. Des initiatives en termes d'échange de flux audiovisuels congolais et ivoiriens sont prévues dans les prochains mois. Et puis cette brève avant de continuer, installé le 7 février 2019 dans ses fonctions de directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé a passé la main ce jeudi à Jean-Martial Adou, l'ancien directeur de cabinet du ministre de la Communication, a été nommé directeur général par intérim de la RTI. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est en Thaïlande dans le cadre de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle. Maître Adama Kamara et sa délégation font une immersion dans le fonctionnement du système de couverture sanitaire de ce pays d'Asie du Sud. La Thaïlande, il faut le rappeler, est citée comme un bon exemple par la Banque mondiale. Le ministre Adama Kamara a visité le réseau de soins dans le centre de santé de Bangkok. On retrouve nos envoyés spéciaux Serge Kolia et Adama Sangaré. Le centre de santé public 61 fait partie d'un réseau de 69 hôpitaux de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Ici, les prestations sont gratuites pour tous. À l'image de cet hôpital de premier contact, la couverture sanitaire universelle est une réalité concrète en Thaïlande. Nous offrons les services médicaux aux inscrits ou aux cotisants de NHSO sans payer. Cette politique sociale au profit d'environ 70 millions de personnes intéresse la Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt de cette mission en terre thaïlandaise soutenue par la Banque mondiale. C'est important de venir dans un pays où près de 99% de la population est couverte parce que investir dans la santé est très important. Ça permet à la population d'être en bonne santé, de travailler et d'améliorer l'économie du pays. C'est un grand honneur de recevoir la délégation de la Côte d'Ivoire. C'est un échange très riche. J'espère que la Côte d'Ivoire va exploiter ou optimiser les connaissances collectées en Thaïlande pour développer le système de santé. Visite de terrain, séance de travail approfondie, échange de bons procédés. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara et sa délégation ne négligent aucun détail. Je voudrais également profiter pour remercier le consul de la Côte d'Ivoire en Thaïlande qui n'a ménagé aucun effort pour nous permettre d'avoir ces séances de travail fructueuses avec cette structure dont nous sommes dans les locaux, qui est l'équivalent de la Caisse nationale d'assurance maladie en Côte d'Ivoire. À partir de la Thaïlande, nous allons en Indonésie pour donner suite à notre nouveau slogan. La CMU s'est relancée. La CMU s'est relancée comme pour dire que l'opérationnalisation de la CMU, la couverture maladie universelle, va connaître un coup d'accélérateur qualitatif. Autant le dire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est déterminé à faire des pas de géant. 356 milliards de francs CFA, c'est le montant total des engagements accumulés jusqu'en 2022 dans le cadre des prêts du Japon à la Côte d'Ivoire, tandis que celui des dons jusqu'en 2023 s'élève à 169 milliards de nos francs. Des informations révélées mardi dernier lors d'une rencontre technique entre les acteurs sectoriels de la coopération Côte d'Ivoire-Japon et les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale, le JICA. Les précisions de Dangui Dangui. Agriculture, infrastructure, santé, sécurité. Dans bien des domaines, le Japon accompagne le développement de la Côte d'Ivoire. Le montant total décaissé par le Japon au titre de la coopération technique jusqu'en 2022 s'élève à 921 milliards de francs CFA. Le Japon
À travers la JICA, veut aller plus loin dans son assistance à la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre technique entre les acteurs sectoriels et les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la JICA est une agence gouvernementale indépendante qui coordonne l'aide publique au développement du Japon. Elle se donne pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. Dans la perspective donc de consolider et d'accroître les contributions du Japon en matière de développement économique pour notre pays, il était important que cette rencontre soit organisée et pour apporter plus de soutien et plus d'appui à l'action du gouvernement. Cette politique est basée sur 2 domaines prioritaires. Il s'agit du maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Entre autres points au menu de cette rencontre technique, la présentation des investissements financés par la coopération japonaise en Côte d'Ivoire et celle des perspectives d'aide à la réalisation du plan national de développement 2021-2025. Le montant total des engagements accumulés jusqu'en 2022 dans le cadre des prêts du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à 356 milliards de francs CFA, tandis que celui des dons jusqu'en 2023 s'élève à 169 milliards de nos francs. Dans l'actualité hors de nos frontières, à 2 semaines de l'ouverture de JO de Paris 2024, les aéroports de Roissy et d'Orly s'organisent pour éviter les turbulences, pour faire face aux pics de départ et des arrivées. Les aéroports de Paris viennent de mettre en place un nouveau dispositif. Les détails avec Alexis Ouetraogo. Et bagages uniquement, sans correspondance s'il vous plaît. Chaque jour, environ 200 000 passagers, départs, arrivées et correspondances confondues, transitent par le hub aérien de la capitale française. En temps normal, 150 guichets où les passeports et visas sont contrôlés manuellement. Pour les Jeux Olympiques de Paris, les mesures se renforcent. Les passagers que vous voyez, les points blancs, s'orientent vers la frontière et remontent le barriérage, les temps à guide, pour atteindre soit les aubettes, soit les sas paraphes qu'on voit en fin de barriérage. Les petits capteurs longs blancs nous permettent d'avoir à la fois ce visuel et le calcul, selon un algorithme, le calcul des temps d'attente. L'intérêt pour les JO de cette application qu'on utilise maintenant depuis plus de 5 ans, on a l'habitude de travailler avec, c'est que la période des Jeux Olympiques intervenant dans une période qui est déjà une période de fort trafic pour nous, ça va nous permettre de savoir en temps réel sur chacune de nos lignes quelle est la situation des temps d'attente sur la ligne frontière. Et si une ligne frontière est déjà embolisée et qu'on y attend une délégation importante, on va savoir qu'il va falloir qu'on facilite le passage en ouvrant par exemple un trajet particulier. Pour les 120 chefs d'État attendus pour la cérémonie d'ouverture, un accueil VIP est prévu en pavillon de réception. Le soir de la cérémonie d'ouverture, la circulation aérienne sera interdite dans un rayon de 150 km autour de Paris entre 19h et minuit, mettant en arrêt Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Beauvais. À partir du 12 juillet jusqu'au 15 septembre, on va mettre en place un dispositif qui est, alors pour le coup, totalement inhabituel, c'est-à-dire que 100% des postes de travail, de contrôle à l'intérieur des aéroports Roissy et Orly vont être armés à 100%, tout le temps. Le but du jeu étant de faire face le mieux possible à un afflux de voyageurs supplémentaires qui est estimé comme étant un afflux très important, mais dont on ne connaît pas exactement le détail. Mais on sait qu'il y a des journées qui vont être extrêmement importantes et on aura peut-être 300 000 voyageurs dans la journée à Roissy ou 130 000, 140 000 à Orly. Et sur ces journées-là, on souhaite éviter en fait les catastrophes avec des temps d'attente trop importants qui perturbent la marche de l'aéroport et qui en plus donnent pas forcément une bonne image du pays hôte des Jeux Olympiques. Les autorités s'attendent à un important flux de voyageurs les 12, 13 et 14 août, se superposant aux chassés-croisés estivales des vacanciers français. On va accentuer les patrouilles, donc avec des patrouilles de policiers français accompagnés de policiers étrangers
pour être au plus proche de la population, justement pour les langues, pour les diverses langues diverses nationalités qui vont se côtoyer. Et à côté de ces patrouilles, comme je le disais, en tenue, on aura aussi des patrouilles en civil qui vont travailler de manière discrète sur la délinquance spécifique de la plateforme. Donc il y a l'image de la France qui est en jeu parce que c'est le premier pas du passager qui va arriver sur le territoire. Si ce premier pas, ce premier entre guillemets kilomètre avant de regagner son village officiel, il se fait voler, il lui arrive quelque chose, c'est une expérience mauvaise. Côté sécurité, les patrouilles sont renforcées dans l'aérogare depuis le 1er juillet avec l'objectif d'être visibles et de dissuader les équipes de vol à la tire et faux taxis qui cibleraient les touristes venus pour les Jeux. Et on termine avec cette brève installée le 7 février 2019 dans ses fonctions de directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Fosseni Dambélé va passer la main demain vendredi à Jean-Martial Adou, l'ancien directeur de cabinet du ministre de la Communication, a été nommé directeur général par intérim de la RTI. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous dis bonsoir et à très vite.